Alors tout d'abord, merci à tous ceux qui se sont déplacés pour cette conférence, pour cette table ronde, en présence de Jacques de Temple, Vincent Ollery et Maxime Paquin, que Anne-Hélène Despois va vous présenter en détail, de manière plus détaillée. Anne-Hélène Despois est la directrice de l'Institut européen d'écologie qui nous accueille ici. Ces conférences sont organisées par la ville de Metz avec Mirabel LNE. Chaque année, à l'automne, nous organisons des conférences. Et cette année, le thème, c'est la nature en ville. Alors, dans la nature en ville, on a identifié quelque chose de très intéressant qui est l'agriculture urbaine. Ce n'est pas la première fois que nous avons une conférence concernant l'agriculture. Nous avions invité il y a 2 ans, pour ceux qui viennent régulièrement, Pierre Hénard, pour son livre Omerta sur la viande. Et c'était très intéressant parce qu'il nous a expliqué comment il était devenu éleveur de bœuf d'herbe près de Rennes et comment il avait réussi à sortir lui aussi de l'agriculture chimique. Voilà. Il nous avait aussi fait un compte-rendu des méfaits de l'agriculture chimique puisqu'il les connaissait bien. Voilà, donc en fait, c'est très important ces rencontres parce que c'est un moyen de faire circuler les connaissances. On a souvent l'argument qui nous est donné en contradiction par rapport à notre volonté d'élargir l'agriculture bio, de dire ça n'est pas rentable, ça n'est pas possible, alors qu'en fait, il y a des possibilités. Jacques de Temple va vous parler d'agroforesterie. Alors bien évidemment, l'agroforesterie, ça peut se faire en bio et en non bio, et il est préférable que ce soit en bio, bien évidemment. Mais l'agroforesterie permet non seulement d'augmenter la résilience en matière d'environnement, mais aussi une meilleure rentabilité. Donc ça permet de sortir de l'agriculture chimique. Et c'est important que ces connaissances puissent circuler. Quant à la permaculture, donc Vincent Ollery va nous expliquer aussi que c'est toute une philosophie, je pense, et que ça permet une résilience aussi, et ça permet aussi de sortir de l'agriculture chimique. Et Maxime Paquin va nous donner des éléments sur la trame verte et bleue et la manière dont ces exploitations s'intègrent véritablement à la trame verte et bleue. Voilà, je pense qu'on est à la croisée des chemins, effectivement, aujourd'hui. On doit aller vers le bio, il faut absolument arriver à le faire. Ça ne se fera pas en 5 minutes, mais il faut œuvrer absolument pour y parvenir. On a le choix maintenant entre une agriculture ultra mécanisée, avec des drones, ou une agriculture à visage humain, où les emplois, bien, ce seront des gens, ce ne seront pas des machines, où l'environnement sera préservé, où on prendra compte de l'importance de la faune et de la flore, et de la santé humaine. Voilà, je vous remercie. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vais commencer par Monsieur Jacques de Temple. Donc, vous êtes membre de l'association Evive d'Alsace, dite association de promotion de l'arbre champêtre, qui a été fondée en février 2013 par des personnes convaincues qu'il fallait un acteur local dédié à l'arbre champêtre et à la haie au plus proche des acteurs locaux. Donc votre champ d'intervention est dans les espaces agricoles, mais aussi dans les espaces communaux, pour des diagnostics, de la communication, une assistante technique et voire un montage de projet. Mais vous avez aussi un axe sur la transmission des savoirs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire? Tout à fait, je confirme, c'est très juste. Bon, alors très bien. Alors ensuite, Monsieur Vincent Ollery. Donc vous êtes des nôtres, je dirais que vous êtes plutôt membre d'un mouvement, donc du réseau Permaculture de Lorraine, plutôt que des associations. Enfin, il faut forcément qu'elles aient un statut juridique, mais disons que c'est plutôt dans la notion de mouvement, de tous ces mouvements qui sont autour de la transition. Et vous êtes correspondant local de l'association Brainpie. Non, c'est pas ça du tout. Alors je vous laisse corriger. Au moins on m'avait dit que vous étiez en cours d'installation sur Gorze. D'accord, donc là c'est bien. Dans les réseaux de transition très impliqués depuis plusieurs années.
Et en fait, vous êtes quand même relié au réseau national de permaculture qui existe depuis 2008, qui en fait se sépare en deux actions. D'une part, le réseau national de permaculture qui s'occupe du réseautage au niveau national, et aussi l'université populaire de permaculture qui s'occupe des formations. Est-ce que c'est bien ça? Et globalement, je vous laisse compléter. Ouais, en deux mots, j'ai suivi des formations avec le brin de paille avec l'UPP, donc l'Université populaire permaculture. Par contre, je ne suis pas membre actif des associations. J'ai été un bref temps un peu catapulté par l'ancienne correspondante locale pour la Lorraine comme nouveau correspondant local. Finalement, c'était trop, enfin, j'avais déjà trop de choses à faire par ailleurs, donc j'ai pas assumé ce rôle-là. Par contre, voilà, dans le réseautage au niveau local, oui, beaucoup. En fait, c'est ce que me disent souvent les membres de ce réseau, c'est que les permaculteurs qui s'installent, une fois qu'ils ont eu toutes les infos, ils ont tellement de boulot et ils sont tellement passionnés par leur projet qu'ils s'occupent de leur projet sur le terrain la plupart du temps. Mais qu'en même temps, c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire qu'ils sont dans leur projet. Et donc, en fait, Monsieur Maxime Paquin, alors derrière vous, en fait, vous avez les épaules très larges puisque vous êtes chargé de mission biodiversité chez France Nature Environnement. Et pour rappel, l'association France Nature Environnement est une fédération française des associations de protection de la nature qui regroupe quand même plus de 3500 associations regroupées en 80 fédérations adhérentes sur tout le territoire métropolitain, y compris aussi le territoire d'outre-mer, il ne faut pas l'oublier. Et alors, j'étais intéressée parce que vous avez vraiment trois axes, c'est stopper les causes d'érosion de la biodiversité et de la surexploitation des ressources, mais c'est pas que ça, c'est aussi protéger l'homme avec un grand H et participer à la vie démocratique, et changer de modèle de développement. Donc, bon, tout ça, je pense qu'on a mille choses à dire. Alors, en fait, donc là, on est du macro, au fond, avec monsieur sur les heavy, avec monsieur qui est vraiment sur la transition, et avec monsieur qui peut avoir ce réseautage sur la France entière, l'outre-mer et la planète Mars. Moi, ce que j'ai envie de poser comme question à monsieur, de Temple, c'est au fond, quand une mairie vous contacte, quand une petite commune vous contacte, elle a envie de faire quelque chose, ça se passe comment? Comment vous allez vers elle? Qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous, parce que je pense que là, vraiment, on est dans le concret. Voilà. Allons-y. Alors peut-être qu'on peut maintenant poser le micro et puis essayer si voilà. on a des bonnes voix. Et vous nous dites si ça vous suffit. On a une voix qui porte, ça vous convient? Si on y va bien et on articule, on peut peut-être Vous nous le dites, hein, si à un moment donné il faut prendre le micro, pas de problème. Alors le lien avec les mairies, d'abord, c'est beaucoup de petites communes, mais également des grandes qui nous contactent. Alors il y a toujours niché dans les communes, bon, il y a plein d'élus, hein, plus ou moins selon la taille de la collectivité, mais il y a souvent un élu qui a une sensibilité liée à l'environnement. Il y en a un qui s'est dit, moi ok, je veux bien être sur ta liste, mais à condition qu'on plante des arbres, un autre qui est intéressé par l'agriculture biologique, etc. Donc il faut un ressort local. Si vous avez une commune où vous avez juste des gens qui sont des agriculteurs conventionnels, sans vouloir viser personne, et qui ont une vision un peu productiviste de l'agriculture, vous n'arriverez pas à rentrer dans cette commune. Pardon? Vous n'entendez pas? Ah bah non, Oui, oui, merci. C'est bien de le dire. Alors du coup, on a un problème de longueur de gaz. Bon, on va se rapprocher. Voilà, donc l'idée c'est qu'il y a toujours un élu qui est niché quelque part dans les starting blocks pour plaider pour la nature. Et ça c'est vraiment essentiel, on ne peut pas travailler avec une commune où il n'y a pas effectivement quelqu'un qui a cette sensibilité. Alors parfois c'est un personnage influent de la commune qui n'est pas forcément élu, ça marche aussi. Et donc on est contacté, on ne fait pas de publicité, ça marche relativement bien parce qu'il y a vraiment des questionnements qui se posent un peu partout. Dans telle commune c'est un enjeu coulé de boue, ailleurs c'est un enjeu paysage, entrée de village qui est moche, il y a toujours des raisons qui ne sont pas forcément la biodiversité. Nous, en fait, on est d'abord une association de défense de l'environnement, et donc pour essayer de lutter contre l'érosion de la biodiversité, c'est notre première porte d'entrée. Et on a toute une palette de portes d'entrée. C'est la qualité de l'eau, c'est la vie du sol, c'est le microclimat, c'est le bois, énergie renouvelable. Donc il y a une multitude de choses qu'on peut faire avec l'arbre. Et c'est pas forcément cette entrée-là sur laquelle on est sollicité.
Mais on y arrive parce que les gens ils sont sensibles. Donc on parle de ça, on leur explique aussi notre genre d'intervention. Ils nous expliquent leurs enjeux et à chaque fois c'est différent. C'est à chaque fois un travail de diagnostic, d'expertise, aller sur le terrain, parfois aussi de mobilisation d'acteurs, ce qui n'est pas évident, il peut y avoir des frictions. Il y a des maires qui veulent planter une haie, mais le voisin qui est agriculteur s'y oppose. Voilà, donc il faut respecter 2 mètres, c'est la distance légale. Voilà, et donc on déroule le projet, et les élus sont souvent aussi soucieux d'un autre aspect, c'est la vie du village, c'est le lien social. Donc on est aussi souvent sollicité pour que ces actes de plantation se fassent avec les habitants du lotissement qui est à côté, avec l'association de pêche du coin, etc., etc. Donc les forces vives du village qu'on doit identifier et avec lesquelles on met tout de suite autour de la table parce qu'il faut les intégrer dans ce projet dès le début. Parce qu'on parle de foncier, on parle d'usagers, donc des gens qui risquent d'avoir des conflits d'usage. Donc il faut dès le début les mettre autour de la table pour bien identifier les éléments de blocage qui empêcheraient au projet de pouvoir se réaliser. Alors parfois c'est le bonheur, quoi. Il y a un terrain, vas-y, fais ce que tu veux, c'est un verger, les voisins sont à côté, il y a des arbres qui veulent le gérer. Donc là on déroule le tapis sans problème. Mais parfois il faut débloquer, et donc là il y a tout l'aspect humain, et on rentre dans l'humain, c'est pas dans la négociation dure, hein. Mais on essaie de lever les obstacles pour pouvoir faire quelque chose de sympa, quoi. Alors parfois le projet du coup il se trouve un peu rabioté, on se retrouve avec un truc un peu misérable, alors qu'au début il était ambitieux. C'est un peu notre boulot à nous d'essayer de remonter les choses vers le haut et surtout de soutenir cet élu, parce que des fois c'est des élus qui vont au charbon, ils sont minoritaires dans le conseil municipal, donc ils ont vraiment besoin que nous on soit là avec des arguments, qu'on puisse apporter des trucs, qu'on puisse éventuellement faire une petite conférence dans le village pour sensibiliser les autres élus qui souvent ne viennent pas, c'est dommage mais c'est ainsi. Mais il y a des actions comme ça qu'on mène pour faire un peu de bruit, quoi. Voilà. Et après on plante, on essaie de planter avec les habitants. C'est rare qu'on demande que ce soit une entreprise du paysage qui plante, mais quand c'est le cas, on suit l'entreprise du paysage également, quoi. Voilà. Voilà, grosso modo. Moi, j'ai tout de suite envie de vous poser la question. Est-ce que vous intégrez les écoles, par exemple, oui. Parce que... Ouais, j'ai oublié d'en parler. Oui, voilà. On exactement. Dans Systématiquement, il y a la petite école du village. On la met dans la ronde parce que c'est un excellent moyen de toucher d'abord cette génération qui va, c'est des adultes en devenir, donc c'est essentiel qu'ils soient sensibilisés à ces choses-là. Un enfant qui n'a jamais porté en arbre, c'est une expérience qu'il n'aura pas faite et c'est quelque chose d'important. Et aussi, à travers les enfants, on va pouvoir un peu impacter les parents. Soit ils viennent en volontaire pour filer un coup de main, soit ça parle, ils sont curieux. Les enfants, forcément, ils vont venir montrer à leurs parents l'arbre qu'ils ont planté, qui est là, c'est celui-là. Et du coup, les habitants s'approprient la haie. Et ça, c'est une garantie de pérennité. Parce que nous on part et puis après on ne sait pas, la haie elle va vivre sa vie, et puis s'il n'y a pas une appropriation faite ou une utilité trouvée ou un service rendu par la haie, elle sera coupée. Enfin, en Alsace, je vous le confirme, ça se passe comme ça. Je pense un peu moins ici, la pression, parce qu'au niveau foncier, il y a moins d'habitants au kilomètre carré, c'est tout bête, hein, mais la pression est à ce niveau-là. Et donc il faut tout le temps veiller à activer les ressorts qui garantissent la pérennité de la haie. Donc les enfants, c'est un excellent ressort. Et en plus, c'est génial de travailler avec eux, quoi. Ils bossent super bien. Et même des enfants des crèches, hein. La première fois qu'ils voient une petite pelle comme ça, ils sont impressionnés. Et puis la deuxième fois, pof, ils viennent et puis ils savent quoi faire, hein. Ils y vont, ils n'ont plus peur de la boue. C'est un vrai bonheur. Alors en moyenne, votre projet, il va durer dans le temps, globalement, c'est 18 mois, 1 an, plus longtemps, enfin, je veux dire... Il peut durer 2 mois s'il n'y a pas d'obstacle. D'accord. Et parfois, ça dure 3 ans. D'accord. Ouais. Et alors, est-ce que vous êtes amené à faire appel à des spécialistes de permaculture, ou est-ce que vous avez des liens avec donc la permaculture, ou pas du tout? Pas de lien, une forte amitié en tout cas, ouais. Parce qu'on se soutient mutuellement, ouais. On se croise dans différentes manifestations régulièrement. Eux, ils ont aussi le souci de planter des arbres, ouais. Donc on échange surtout, mais comme c'est des gens avertis, ils n'ont pas forcément besoin de notre expertise, ils se débrouillent très bien. Voilà. Comment ça se passe alors pour vous Alors pour commencer, je voudrais redéfinir ce qu'est la permaculture, parce qu'il y a une grosse confusion sur le sens du concept qui est né dans les années 70 d'un professeur d'écologie. Donc l'écologie, c'est la science des écosystèmes. Un écosystème, est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est?
Personne? Une idée vague? Bon, donnez votre langue au chat. Donc un écosystème, c'est un milieu physique, hein, de la roche par exemple, sur laquelle va y avoir de la vie, des êtres vivants qui vont venir. Et ces êtres vivants vont avoir des interactions avec le milieu dans lequel ils vont évoluer. Alors ça peut être l'eau, hein, ça peut être la pierre, etc. Et ils vont créer leurs conditions de vie en se développant. Ils vont avoir des relations avec le milieu dans lequel ils sont et entre eux. L'écosystème, c'est l'ensemble de ces êtres, de ce milieu physique et des relations. Les relations sont primordiales dans l'écosystème. Un écosystème sans relation n'est pas un écosystème. Et donc la permaculture, elle a pris, donc ce prof d'écologie et un de ses étudiants, ont pris le modèle de l'écosystème qu'on retrouve dans tous les écosystèmes, quels qu'ils soient, hein, qui peuvent être très très différents, mais on a toujours ce point commun. Ils ont pris ce modèle pour concevoir une agriculture durable. Permaculture, ça veut dire agriculture permanente. C'est-à-dire où en gros l'humain ne serait qu'un des êtres vivants, des multiples êtres vivants présents dans le milieu. Donc il va avoir forcément une action sur le milieu, il va le modifier, il va l'aménager pour qu'il lui rende des services. Mais il ne va pas se mettre au-dessus de la nature. La nature fait plein de choses par elle-même. Donc par exemple, on va supprimer le labour. Le labour, c'est retourner les horizons du sol. Le sol est un écosystème à part entière. C'est-à-dire que le sol n'existe pas de lui-même. Le sol, c'est l'altération de la roche par les êtres vivants, en interaction également avec le climat. Donc on est encore une fois dans des interrelations. Et donc ils se sont rendus compte en créant cette agriculture-là, en la concevant, on va dire. Ils n'ont rien inventé. Hein. Ils sont allés voir un certain nombre de peuples qui vivent en harmonie avec le milieu naturel et ils ont regardé ce qu'il y avait comme point commun chez tous. Ils ont greffé là-dessus les connaissances de la science moderne, donc notamment de l'écologie, donc la connaissance des interactions dans un écosystème. Et ils ont conçu, d'abord théoriquement, ensuite ils l'ont mise en pratique, une forme, ou des formes d'agriculture qui utilise justement la nature fait une grosse partie du job. Donc le labour, vous retournez les horizons du sol, vous asphyxiez les bestioles qui ont besoin d'oxygène pour vivre, vous les mettez au fond, et celles qui sont au fond, qui meurent à l'oxygène, vous les mettez au-dessus, elles crèvent. Et vous allez complètement désorganiser ce que la nature organise. Et ce qu'on prend pour de l'organisation, quand on voit un champ tout propre, bien labouré, bien propre, bien hercé, tout ça, Mollison, donc ce prof d'écologie, dit qu'on se trompe, qu'on confond l'ordre avec le rangement. Et si vous regardez, dans la société, ça marche pareil. C'est-à-dire que plus on impose de l'ordre, plus c'est le chaos. Plus on se dirige en tout cas vers le chaos. Pour prendre un exemple extrême, une dictature, c'est l'ordre absolu. Il n'y a pas une tête qui dépasse. Pas franchement résilient comme système. Et donc, là où je veux en venir, c'est qu'ils sont passés de cette agriculture permanente à la culture de la permanence. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'en commençant, en prenant comme porte d'entrée l'alimentation, les fibres textiles, l'énergie, donc on est sur du végétal, là, l'énergie de bois par exemple, voilà. Quand l'écosystème fournit tout ça, arrivent très vite d'autres questions. L'habitat, comment est-ce qu'on le fabrique? Si on le fait avec du béton, il y a une énergie grise derrière, comme on l'appelle, c'est-à-dire l'énergie qu'il a fallu injecter pour fabriquer, déjà extraire les minéraux, et puis ensuite les transformer, les acheminer, etc. Ça consomme énormément de ressources. Donc, un des points de départ de ces réflexions-là, c'est, dans les années 70, déjà c'était le pic de pétrole. En tout cas la crise pétrolière. Là, on a passé déjà le plateau de la crise pétrolière actuelle. Donc la raréfaction des ressources fossiles et également le changement climatique qui vont avoir des répercussions sur la biodiversité certes, mais aussi et surtout pour ce qui nous concerne, sur la société humaine. Pardon. Beaucoup de personnes qui vont être contraintes de se déplacer avec les complications que ça va entraîner. Donc ils en sont venus à se dire que, tiens, on peut avoir ce modèle de l'écosystème dans tous les domaines, pour l'habitat. Quels matériaux? Comment je les organise? Comment j'organise la logistique autour des matériaux? Comment est-ce que je les transporte? Donc le transport, les moyens de transport,
individuel, collectif, etc. L'énergie au sens large, l'approvisionnement en électricité, la ressource en eau, le recyclage de l'eau, les déchets. Donc finalement, la permaculture, c'est surtout pas une manière de cultiver. Donc moi, je ne m'installe pas en permaculture. Je m'installe en maraîchage. Le maraîchage, c'est la culture de légumes. La permaculture, ça n'est pas une technique. Ça n'est pas non plus une somme de techniques. Un certain nombre de fois, quand j'ai dit que j'étais permaculteur, je me définis comme permaculteur parce que j'ai suivi un certain nombre de stages de permaculture. Point. Et que j'essaye de mettre en pratique les préceptes et les principes que j'y ai appris. Certes, j'y ai appris également des techniques, mais la technique est complètement secondaire dans l'histoire. Il y a des techniques qui vont être applicables à un endroit qui seront complètement contre-productives à d'autres. Donc on m'a demandé un certain nombre de fois, je pourrais venir voir les buttes dans ton jardin. Il n'y a pas de butte dans mon jardin. Si, il y en a une, j'avais un gros tas de terre, je ne savais pas quoi en faire, j'ai fait une butte avec. Mais l'intérêt de la butte, à certains endroits, est complètement évident, à d'autres, c'est juste du travail en plus. Voire 3 fois plus de travail, parce qu'il faut la faire, se rendre compte que ça ne marche pas du tout, la défaire, et je fais quoi de la terre, il faut tout remodeler. L'outil de base de la permaculture, qui est commun à tous les permaculteurs, c'est ce qu'on appelle le design. Je ne sais pas si je repars là-dessus tout de suite, parce que je risque d'être long. Oui, on va peut-être passer la suite au prochain épisode. Voilà. Donc finalement, au fond, ce que je comprends, c'est que la permaculture, ce n'est pas une technique, c'est une philosophie. Et donc, au fond, vous qui êtes dans vos définitions, effectivement, chargés de protéger l'homme et participer à la vie démocratique et changer le modèle de développement, comment vous mettez en œuvre? Est-ce que vous avez des demandes par rapport à la mise en place de cette permaculture? Comment vous faites rayonner donc, cette philosophie au sein de vos associations? La question elle est un peu particulière. On fait rayonner au sein de nos associations un certain nombre de choses, de politiques publiques, de pratiques, etc. Mais c'est aussi nos associations qui nous enrichissent, puisque nous représentons nos associations. Donc c'est elles qui nous enrichissent nos débats et nos positionnements pour qu'on puisse après aller porter et prêcher la bonne parole, entre guillemets, auprès des instances publiques, des ministères ou des parlementaires. Donc en tant que fédération nationale, on a bien ce rôle-là de discuter avec nos associations, les positionnements, les expériences concrètes de terrain, les problèmes rencontrés sur le terrain, donc les impacts des différentes activités humaines, et en l'occurrence de l'agriculture sur l'environnement et notre santé. Et donc c'est en fonction de tous ces éléments-là, ces discussions-là, que nous prenons des positions et nous faisons des propositions pour résoudre les problèmes. Donc ça peut être la permaculture, ça peut être tout type d'agriculture, le fait de recréer dans les territoires où il n'y en a plus, enfin, ce genre de choses. Donc c'est un ensemble de propositions selon les thématiques que nous faisons, que l'on porte au niveau national et que nos associations portent aussi auprès des instances régionales ou infrarégionales, ou auprès des groupes de communautés de communes ou de villes. Et comment vous allez prioriser alors? Eh bien ça c'est la bonne question, puisque voilà, on suit toutes les problématiques environnementales et donc c'est un vaste chantier. Donc on essaye de ne pas tellement prioriser, puisque voilà, notre santé, quand il y a un problème, il faut aussi le résoudre. Donc voilà, on essaye vraiment effectivement par contre de prioriser sur ce qui marche, sur ce qu'on pense qui va marcher. Est-ce qu'il y a réellement un impact sur notre santé et sur l'amélioration de notre environnement. C'est plutôt comme ça que l'on fait. Alors là, on en est déjà, le temps passe malheureusement très très vite. Est-ce qu'il y a déjà des questions en fait au niveau de la salle? Des remarques peut-être à faire? Non, vous voyez, vous êtes brillants, donc c'est formidable. Peut-être une remarque, Oui, moi je voudrais juste que vous précisiez, Monsieur de Temple, l'activité que vous avez au niveau de la conservation des graines, parce que ça me semble très important en fait. Ouais, j'allais de toute façon en parler, merci de me tendre la perche, parce que vous voyez, j'ai ramené ce calico-là
qui parle d'une marque qui s'appelle Végétal Local. Et il est essentiel qu'on la connaisse petit à petit, hein, ça va venir. Alors nous, en 2013, on a planté notre première haie, puis on était bien embêtés parce qu'on allait chez les pépiniéristes, chez les horticulteurs, puis on n'arrivait pas. On disait je veux du fusain, oui j'ai du fusain, je comprends. Il vient d'où votre fusain? Oh bon, j'en sais rien d'où il vient mon fusain. Et puis après enquête, il vient du sud de l'Italie, des Carpates ou d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'est pas adapté à notre climat. Il y a un problème concernant la robustesse des plants, et on se retrouve avec des plants, et puis le premier coup de sécheresse un peu fort, on est étonné que toute sa haie soit morte. On peut aussi être étonné que ces plants-là, même si c'est du fusain, de l'érable champêtre, etc., fleurissent à d'autres moments. Donc ils n'ont pas le rythme naturel de la région locale. Ils sont décalés par rapport à ça. Donc ils sont aussi décalés par rapport à plein de repères, parce que derrière les arbres, il y a toujours une faune. Il y a une faune qui s'en sert comme habitat, comme gîte, comme couvert et comme lieu de reproduction. Donc toutes ces interactions, plus le fait qu'on ramène, que je ramène un fusain du sud de l'Italie, et que finalement, très certainement, c'est un verger à graines, où il y a quelques pieds-mers qui inondent le marché européen. Parce que ça passe par la Hollande, qui est la plateforme commerciale, et puis par la Belgique aussi. Et ça veut dire qu'on se retrouve à uniformiser les gènes, le capital génétique de chacune des espèces qu'on plante. Et ça, c'est pas un danger sur les 100 ans qui viennent, mais ils vont se reproduire entre eux, et puis ça sera une pollution génétique qui va à l'encontre soit de la spéciation, c'est-à-dire la capacité de créer de nouvelles espèces, hein, d'une espèce d'évoluer vers... mais également de la capacité d'adapter, de s'adapter, d'une résilience, parce que le fusain qui se trouve dans les Combes, dans les Alpes, il a certainement d'autres qualités que le fusain qui se trouve sur les plateaux calcaires de la Lorraine ou bien de la Bretagne. Donc, et c'est cette diversité, ça s'appelle la diversité intraspécifique, c'est-à-dire que c'est la biodiversité au sein d'une même espèce, donc elle est également essentielle, on la néglige un peu, hein, on pense aux espèces menacées, parce que là, on voit tout de suite, il n'y a plus de lynx, etc. Mais par contre, cette biodiversité-là, c'est insidieux, on a des pratiques commerciales qui la mettent en danger. Et elle est vraiment essentielle, parce qu'on est là, soit pour un temps relativement court, mais la Terre, elle va encore vivre pendant des millions d'années, je l'espère, si on ne fait pas trop de conneries. Voilà. Donc du coup, je ferme cette parenthèse pour expliquer pourquoi des plants locaux. Alors, nous, dès 2013, on est allé chercher des graines dans la nature. On les a confiées à un pépiniériste qui était partenaire très tôt, qui les a mis en culture. Et maintenant, on a des plants d'origine locale, voilà, qui sont originaires de la région biogéographique nord-est de la France. Vous voyez, c'est le pavé qui est en haut à droite, là où on habite. Et ça, c'est la marque Végétal Local qui, parallèlement à notre petite action locale, elle a réfléchi au niveau français, elle a élaboré cette carte, elle a élaboré la marque avec un cahier technique. Vous voyez, c'est comme la marque AB, hein, il faut respecter un certain nombre de choses pour pouvoir se réclamer de cette marque. Là, c'est la marque Végétal Local, c'est-à-dire qu'il y a une traçabilité. Quand vous achetez un plant, vous savez d'où il vient. Vous savez d'où vient la semence, précisément. Voilà, parce qu'il y a un numéro de lot et tout ça. Voilà, donc c'était mon petit mot sur Végétal Local. Alors en Alsace, on fait d'abord on l'utilise dans toutes nos plantations, hein, tous les plants qu'on produit, mais on fait aussi un achat groupé à destination des particuliers, avec une livraison à la Sainte-Catherine. Bon, actuellement, on n'est que sur les terrains alsaciens, donc j'en profite pour lancer un appel à volontaires. Si quelqu'un a envie l'année prochaine d'être lieu de distribution sur la région de Metz ou là où il habite, même si c'est à Château-Salins, tant que c'est dans la région nord-est, bien sûr, voilà, c'est un petit appel à intérêt. Voilà. Bah, on a une start-up ici hein, qui s'appelle aussi et qui travaille sur le sujet de la mise en place de Grainothèque à disposition. Donc, ce serait peut-être intéressant que vous puissiez échanger. Il y a peut-être une congruence de valeur à trouver. Au-delà, peut-être pas immédiatement là pendant la table ronde, mais tout de suite après, vous pourriez peut-être entrer en relation parce qu'il y a vraiment ce projet donc, de Grainothèque et ça ferait complètement sens de pouvoir travailler sur la question, je pense. Enfin, je le soumets, oui. Oui, allez-y. Je prends la parole parce qu'il y a quelque chose de très intéressant là, c'est que, je reviens à la permaculture, c'est que le point de départ de la permaculture, c'est l'observation. Le point de départ de la science, en fait. Hein. Donc, c'est partir de ce qui existe. Quel que soit le design qu'on va faire, je vous expliquerai ensuite ce que c'est un design, que ce soit pour créer mon jardin, que ce soit pour planter une haie, rien à voir avec le design esthétique, hein. C'est pas pour faire nécessairement des belles choses. Elles le sont aussi, mais c'est pas le point de départ.
Oui, donc quand on implante une haie, effectivement, prendre des essences locales, c'est partir de l'existant, même si elles ne sont pas à cet endroit-là, c'est partir de ce qui existe dans la région. Là, ce que vous venez de faire, c'est parfait aussi, ça va dans ce sens-là, c'est-à-dire c'est partir de l'existant humainement. Il y a déjà des assos qui existent, on ne va pas réinventer la poudre à chaque fois. Et puis j'en profite, je rajoute ma pierre à l'édifice. Je fais partie d'une association qui s'appelle l'Or des Graines, donc qui est une association membre du réseau Semences Paysannes pour la Lorraine, qui est née en 2012, voilà, et qui met en réseau aussi bien des agriculteurs. C'était d'abord des paysans boulangers qui voulaient revenir à des variétés anciennes de blé, qui ont vite été rejoints par des jardiniers amateurs, et puis par les maraîchers dans la foulée. Donc effectivement, sur les arbres, ce serait génial qu'on en arrive là aussi. Je ne vous fais pas languir plus, je vous explique quand même ce que c'est le design en permaculture. Le design, en fait, on a gardé le terme anglais parce qu'il est intraduisible. Il regroupe à la fois tellement de choses. C'est en même temps la conception, c'est-à-dire comment je vais créer, déjà théoriquement, comment est-ce que je vais créer, on va dire mon lieu pour faire simple, mais ça peut être plus large. Les mouvements des villes en transition, vous en avez certainement entendu, un certain nombre d'entre vous en ont certainement entendu parler, est né d'un prof de permaculture qui s'est dit, je vais calquer le modèle, on va dire, c'est peut-être pas le bon terme, mais de la permaculture sur une communauté beaucoup plus grande, au-delà d'un jardin, quoi. Donc sur un village, un quartier, voire une ville. Et le mouvement des villes en transition est né comme ça. C'est-à-dire voir quels éléments sont dans le système, on parle de système, et puis comment je vais les agencer les uns par rapport aux autres, en partant encore une fois de l'existant. Voir les assos qui existent déjà sur le lieu, les magasins, etc. Ce qui existe déjà. Et voir comment on rajoute des choses là-dedans, comment on crée surtout des connexions. Je reviens au modèle de l'écosystème. Ce qui est primordial là-dedans, c'est les éléments, évidemment, ont un grand rôle à jouer, mais s'il n'y a pas de connexion entre les éléments, ils ne servent à rien, en fait. Et voilà, donc le design regroupe à la fois, en français, la conception, l'aménagement, la planification et l'organisation. Donc c'est vraiment tout ça à la fois. Et la planification aussi sur papier, quoi. C'est dessiner un plan du jardin, voir je vais mettre ça là, et puis on va l'ajuster. C'est-à-dire qu'on va faire des erreurs, et puis on va l'améliorer au fur et à mesure. Une des recherches là-dedans, c'est l'autorégulation, c'est-à-dire pas chercher à devenir plus gros que le bœuf, quoi. Et puis l'autogestion. Faire toujours en gardant en ligne de mire le modèle d'un écosystème. Dans un écosystème, il n'y a pas de chef. Dans un écosystème, il n'y a pas une espèce qui va faire la loi. Il va y avoir des espèces qui éventuellement prennent le dessus. Alors il y a un problème avec les espèces dites invasives, même on pourra en discuter longuement, mais voilà. Certains remettent ça aussi en question. Mais le fait d'amener des essences qui ne viennent pas d'ici peut poser des problèmes, parce que du coup, il y a un déséquilibre qu'on crée nous, qui va mettre un certain temps à se rééquilibrer. En partant d'un écosystème peu perturbé, il n'y a pas une espèce qui domine sur une autre, ou alors ponctuellement. Mais on est dans du temps long. Et dans l'approche de permaculture aussi, on se place dans du temps long. Et là, je viens sur un point, disons sensible ou chatouilleux, sur le côté politique. La permaculture, je le dis et je le souligne, est une approche éminemment politique des choses, au sens grec du terme, pas au sens politicien du terme. Je ne suis pas en train de me présenter pour une élection. Le gros problème, à mon avis, dans la société actuellement, c'est la professionnalisation de la politique. C'est-à-dire que quelques personnes sont aux manettes pendant très longtemps et ne servent finalement que leurs intérêts ou les intérêts de ceux qu'ils représentent, qui ne sont pas forcément ceux qui votent pour eux. Là où je veux en venir, c'est le sens grec de politique, c'est vraiment polis, la cité, P-O-L-I-S, c'est comment on organise la société qu'on veut. C'est clairement là-dessus qu'on travaille dans la permaculture. C'est pas juste faire son petit précaré. Si je fais mon petit précaré, mais que je communique pas avec les voisins, je suis pas sûr, d'une part, de changer le monde, certes, mais aussi de contribuer à créer une résilience au niveau local. Est-ce que ce terme résilience pose problème à quelqu'un, au niveau du sens du terme? C'est la capacité à encaisser un choc et à se relever derrière. Quand on voit les forêts qui sont toutes tombées là, en 99 après la tempête, là la résilience elle frisait le zéro, quoi. Monoculture, tous les arbres ont la même taille, si possible plantés en ligne, le vent s'engouffre dedans, il y a tout qui tombe.
prenez un écosystème forestier avec des arbres d'âge différents, d'essences différentes, de tailles différentes, pas placés en ligne, avec encore du bois mort au sol, avec etc. Quand il y a un coup de vent, il y a un arbre sénescent, un vieil arbre qui va tomber, ça va faire une clairière. Et ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'une espèce va dominer à un moment donné, mais dans une vision de long terme, cet arbre tombe, mais toutes les graines, toute la banque de semences qui est dans le sol va pouvoir s'exprimer à ce moment-là. Et donc il y a un renouveau. Et puis tout autour, c'est pas tombé. Donc en fait, l'idée, elle est là aussi, socialement. On peut prendre ce modèle-là. Si on est tous blonds aux yeux bleus, rangés en ligne au garde à vous, c'est pas sûr que notre société vive longtemps. J'aurais une question par rapport aux graines. Enfin, vous essayez de parler fort, vous avez la graine. Mais par rapport aux graines, on en parlait, vous en parlez là aussi, c'est cette notion de semencier, le semencier légal. Justement, la biodiversité là-dessus est hyper menacée, clairement, mais on est en fin de compte, au final, hors la loi, quand on a des graines. Par exemple, j'ai un monsieur ici dans les coins avec qui on a des échanges de graines de tomates, mais des tomates anciennes, qui ne sont pas du tout dans les semenciers officiels. Comment on répond à ça? Est-ce que c'est pas justement un acte politique, peut-être, que de faire de la graine interdite, entre guillemets? Est-ce que ça peut faire partie, justement, de ce concept de permaculture? Voilà, l'échange de graines, clairement, qui fait partie aujourd'hui de nos besoins. Il y a un point à savoir, c'est que si vous n'en faites pas le commerce, échangez des graines, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, vous n'êtes pas dans l'illégalité si vous échangez des graines. C'est justement un peu là-dessus que nous, on travaille beaucoup, c'est échanger, mais échanger le plus possible. Dès que vous avez des fruits que vous avez réussi à les porter, vous prenez la plus belle tomate et vous faites sécher vos graines et vous les redistribuez à d'autres pour que ça redonne d'autres pieds chez quelqu'un d'autre et que ça nourrisse comme ça la machine à enlever cette resserrement sur des variétés qui au final deviennent de plus en plus sensibles et elles sont toutes, c'est le même clone d'année en année. Non, mais c'est légal, vous êtes dans la légalité tant que vous ne le commercialisez pas. Voilà. Alors, malheureusement, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Pour les particuliers, le monsieur a complètement raison, faites-le. Et puis même si c'était illégal, c'est complètement illégitime à mon avis. Donc dans tous les cas, voilà, la question ne se pose pas. Pour les... légitime plutôt, enfin, ça dépend de vous. Pas complètement légitime, excusez-moi. La fourche à languer. Oui. Par contre, voilà, pour un professionnel, si la récolte va être vendue, là c'est plus complexe. Et je ne rentre pas dans le détail parce que on a suivi des formations avec les collègues maraîchers et je vous garantis qu'on avait une tête comme ça en sortant. C'est hyper complexe. Et je reviens à la question politique, parce que là on est vraiment dans la question politique, notre alimentation est politique. C'est-à-dire que si nous, on ne prend pas ces questions à bras-le-corps, d'autres les prendront, et je vous garantis qu'eux ont des moyens justement de le faire appliquer. Alors justement, peut-être c'est l'occasion, je vous passe la parole, d'évoquer, alors je parle plus fort, d'évoquer avec vous cet aspect de territoire et de trame verte et bleue. Alors est-ce que vous pouvez... Alors la semaine dernière, on nous a parlé aussi de la trame marron, en fait, sur lequel on est sur ces sols pour faire en sorte d'avoir une utilisation de ces sols beaucoup plus résiliente. Donc là, je vous donne la parole. Alors, la trame verte et bleue, c'est une politique publique déjà. On l'a vu, il y a des exemples qui ont été donnés de ce que chacune on peut faire, soit en tant que particulier, soit en tant que professionnel, pour essayer de préserver l'environnement et notre santé. Mais aussi on peut se dire que ces petites choses, entre guillemets, elles participent à quelque chose de cohérent de manière un peu plus globale. C'est un peu l'idée de cette trame verte et bleue qui repose sur deux constats importants qui ont été un peu expliqués par Vincent, c'est-à-dire qu'on est dans un déclin de la biodiversité, alors à la fois sauvage et domestique ou cultivée entre guillemets, hein, vu qu'en agriculture industrielle on travaille sur quasiment les mêmes espèces,
les tomates sont toujours les mêmes par exemple, etc. Donc on a une perte de diversité des différentes espèces qu'on mange et qu'on cultive. Et pour la biodiversité sauvage, c'est aussi un moment important puisqu'on a une vraie disparition des espèces, et donc c'est comment enrayer ce déclin. Quels outils on peut se donner pour enrayer ce déclin de la biodiversité. Donc c'est un des objectifs de la Trame verte et bleue, mais il faut aussi se baser sur les besoins des espèces. Donc, comme vous le citiez, un écosystème c'est un certain fonctionnement, il existe différents écosystèmes, la forêt, la mare, la prairie, et donc c'est un certain fonctionnement. Et donc cet outil Trame verte et bleue, il doit bien s'inspirer du fonctionnement des écosystèmes et des espèces pour pouvoir essayer d'avoir une efficacité. Et ce que les scientifiques disent, c'est qu'à la fois les espèces sauvages ont besoin de milieux de vie pour accomplir, pour aller manger, se reposer, dormir, hiberner, etc. Et elles ont besoin de se déplacer entre ces différents espaces. Alors que ce soit au cours de la journée, au cours des mois, au cours d'une année, vous avez des espèces migratrices, etc. Et donc la Trame verte et bleue, ça essaye de questionner tout ça et de voir à l'échelle des différents territoires quels sont les besoins des espèces et est-ce qu'elles peuvent accomplir leur cycle de vie, c'est-à-dire se déplacer d'un milieu à l'autre dont elles ont besoin, ou est-ce qu'il y a des barrières qui les empêchent d'accomplir leur cycle de vie. Et ces barrières-là, c'est les activités dues aux activités humaines, entre guillemets. Ça peut être des villes, voilà, une grosse zone urbaine, un gros bloc de béton bitume qui empêche un certain nombre d'espèces de circuler. Ça peut être des grandes zones d'agriculture intensive. Donc je ne sais pas si vous allez de temps en temps à Paris, que vous traversez la Champagne-Créeuse où c'est le désert à perte de vue, où il n'y a plus du tout de milieu naturel. Ça, c'est des barrières pour les espèces. Ça peut être une autoroute pour d'autres espèces ou un simple muret. C'est regarder un peu la biologie des espèces et voir quelles peuvent être les barrières liées à nos activités ou à nos aménagements et essayer de résoudre ces problèmes-là. En agriculture, c'est pareil, il y a un certain nombre de soucis, des pratiques intensives qui font disparaître la biodiversité. Et donc, c'est d'essayer, à travers la Trame verte et bleue, de rendre cohérent ce que peut faire ou ce que va faire chaque exploitant agricole, aider des associations ou des permaculteurs qui font des choses pour essayer de retrouver des pratiques qui sont compatibles avec la préservation de la biodiversité. Et donc l'idée de la Trame verte et bleue, c'est bien d'essayer d'avoir quelque chose de cohérent, des petits gestes du quotidien ou des pratiques des professionnels qui vont dans le sens de la biodiversité. Oui, vous voulez rajouter Je pourrais rajouter quelque chose. Oui, il y a une question, peut-être. Oui. Moi j'ai juste une petite remarque. Donc pour les personnes qui n'étaient pas là la semaine dernière, et puis je vais prendre tout de suite votre question, c'est vrai qu'on remarquait, enfin je parle sous ton contrôle, que Marc Barra, donc, qui travaillait vraiment sur ces notions de zones différenciées, nous faisait remarquer que, en fait, par exemple, l'impact du TGV, où finalement avant on avait un réseau SNCF qui maillait sur toute la France, mais en fait c'était pas ces grands couloirs dédiés au rail, et donc en fait c'était beaucoup plus petit, et donc c'était pas étanche pour tout ce qui était flore et faune, et alors que maintenant finalement à la limite il y a moins de lignes, mais c'est beaucoup plus perturbant sur les écosystèmes. Alors moi vraiment, puisque le thème c'est quand même la nature en ville, j'aurais des questions que je voudrais poser aussi à tous les trois. On va prendre la question de monsieur, mais ce serait comment on peut concilier aussi l'agriculture et la ville? Est-ce qu'on doit le faire? Parce que c'est quand même bien notre sujet de ce soir aussi. L'impact aussi de la pollution urbaine sur ce principe d'agriculture en ville. Et puis donc je vous laisse le temps d'y réfléchir, le temps peut-être qu'on prenne la question de monsieur. Alors, je m'interroge en fait sur ces politiques publiques effectivement d'aménagement, soit les trames vertes, bleues, soit les sites Natura 2000 ou autres. Dans quelle mesure ou dans quelle limite doit-on être interventionniste, c'est-à-dire aménager, organiser en fait ces écosystèmes, ou bien plutôt créer des sanctuaires et laisser finalement la nature faire sans même qu'il y ait une intervention du tout de l'homme. Tout comme en ville, dans quelle mesure doit-on créer des aménagements ou pas, ou laisser tout simplement la nature faire. Je pense par exemple à des prairies aux orchidées qu'on entretient, qu'on fauche régulièrement parce que c'est des sites Natura 2000. Est-ce qu'il faut le faire ou est-ce que non? Il faut laisser la nature se développer telle qu'elle devrait se développer à cet endroit-là. Voilà, c'est ça qui m'interroge un peu. Dans quelle mesure doit-on être interventionniste ou pas par rapport à nos écosystèmes?
C'est une vaste question, effectivement, c'est quelque chose qui est récurrent. Alors je ne sais pas si c'est être interventionniste ou pas, ou la question c'est le degré d'intervention et la logique d'intervention. Si on laisse la nature reprendre ses droits, on va retrouver de la forêt partout. C'est le climax en Europe. Donc c'est, entre guillemets, votre question, elle rejoint, c'est quelle nature on veut et quel paysage on veut. Et c'est une question très difficile. Moi, je sais pas si quelqu'un a des réponses, ou alors c'est voilà, les personnes qui veulent voir des orchidées vont dire bah non, il faut entretenir les milieux ouverts, et les gens qui adorent les vieilles forêts moussues avec du bois mort partout vont dire bah non, il faut de la forêt partout. Donc c'est très compliqué, effectivement, de répondre à cette question-là. Et du coup, en intervenant ou pas, on favorise ou pas certaines espèces. L'important, c'est de lier les actions qu'on fait ou les interventions qu'on fait à une logique. Et donc, faucher des prairies pour faucher des prairies, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Si derrière, il y a un agriculteur qui a une vraie activité et donc une logique derrière cette pratique, ça peut être intéressant parce que du coup, à la fois, on fait vivre une exploitation, on a des produits locaux et on arrive à préserver la biodiversité si la fauche est bien faite et le pâturage est bien fait. Donc c'est aussi, voilà, regarder ça de manière un peu plus large que de simplement dire on intervient, on n'intervient pas. En tout cas, voilà, c'est un peu ça que nous on essaye de dire. C'est juste une petite remarque. Là on parlait en fait de prairies calcaires, où il y a des orchidées. C'était déjà en fait une installation précédente de moutons sur ces prairies qui ont amené les orchidées. Donc c'est pour ça qu'on est sur un milieu naturel qui n'est pas un milieu naturel, mais qui était en fait originellement un milieu travaillé par l'homme, et qu'on essaye de garder dans cet état entre il n'y a plus de moutons pour travailler le sol, mais on essaye de garder quand même les orchidées. C'est pour ça que donc là on est sur un milieu assez particulier. Qui n'a pas été finalement transformé. Oui, c'est une question que je me suis posée longuement parce que j'ai fait mes études dans la gestion des milieux naturels. C'est comme ça que j'en suis arrivé à l'agriculture. Parce que j'ai fait beaucoup de chantiers nature avec des associations, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, où on allait entretenir les milieux naturels, on allait gérer les milieux naturels. Donc je vous laisse apprécier la notion de gestion et d'entretien opposée au concept de nature. J'avais une espèce de malaise comme ça, c'est-à-dire que on allait couper les arbres qui poussaient pour garder le milieu ouvert. Est-ce que la nature n'est pas capable de se gérer toute seule finalement, quoi? Et j'en suis arrivé à un moment à me dire, faire le constat finalement, qu'on maintient des morceaux de nature sous cloche, on fait des réserves naturelles, parce qu'on a tout détruit autour. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, dans l'approche de permaculture, où les éléments sont reliés les uns avec les autres. Et là je fais le lien avec la trame verte et bleue. C'est-à-dire que si ces cet arbre-poste de nature préservé, mais géré, ne sont pas en connexion les uns avec les autres, petit à petit, on va arriver à l'extinction des espèces qui s'y trouvent parce qu'il n'y a pas de brassage génétique. Alors, il y en a qui sont plus souples que d'autres, mais les grosses bêtes, par exemple, ne peuvent pas survivre à long terme dans ce genre de milieu. Donc, d'où la nécessité de recréer du lien entre. Pour recréer du lien, alors soit on peut faire de la trame verte et bleue, sans concertation avec les personnes. D'ailleurs, la gestion des réserves naturelles, finalement, c'est des gestionnaires qui ont le droit de rentrer dedans. Monsieur, madame, tout le monde n'a pas le droit d'y rentrer pour la plupart. Alors, il y a certes des visites qui sont permises. Évidemment, si on rentre dedans et qu'on piétine tout, on va tout saccager. Mais ça pose vraiment la question aussi de la prise de la réappropriation de la délibération. C'est-à-dire comment les décisions politiques, avec le sens que j'y mettais tout à l'heure, sont prises finalement. Comment est-ce qu'on décide de préserver le milieu qui nous entoure, qui nous permet de vivre, sans que ce soit quelques-uns qui décident de comment on fait. Et que finalement, ça pose un peu question, que ce soit aussi, alors je suis pas du tout dans le tous les mêmes, ne faites pas dire ce que je dis pas, mais que ce sont, encore une fois, des personnes qui sont élues au poste décisionnel pendant longtemps, qui prennent les décisions là, et qui prennent les décisions aussi de détruire autour. Alors, ils ne se disent pas on va détruire autour, mais on va faire une ZAC, on va faire une ZAD, etc. Donc c'est vraiment une question de démocratie qui se pose derrière, à mon avis. Pour revenir
précisément sur le sujet, là, moi j'en suis arrivé à la conclusion que pour pouvoir préserver le milieu naturel, tout en y incluant les activités humaines, le trait d'union entre nature et culture, c'est l'humain, c'est l'agriculture. C'est comme ça que j'en suis arrivé à m'intéresser fondamentalement à l'agriculture. Quand j'ai découvert la permaculture, ça a été « waouh, génial, il y en a qui ont pensé avant moi ». Et puis d'une manière bien plus poussée que j'aurais pu seulement y rêver. Voilà, donc c'est vraiment comment est-ce qu'on fait avec, justement. Parce qu'on est souvent dans le contre. Quel que soit d'ailleurs, quand on fait de l'agriculture chimique, on est dans l'opposition frontale. Et quand on va couper les saules qui repoussent dans un marécage, on est aussi dans l'opposition finalement. Voilà, donc je vous propose cette réflexion-là. C'est bien ce que disent mes voisins, et ça amène chez moi quelques petites réflexions juste pour compléter leurs propos. Alors d'abord, je ne suis pas écologue, donc je ne me sens pas trop autorisé à dire si c'est bien de mettre, s'il vaut mieux privilégier les orchidées ou laisser le milieu monter en forêt. Par contre, il y a autour de vous, vous avez plus de nature au vrai sens du terme, quoi. Tout est géré par l'homme. Le mot biodiversité, en fait, il sous-entend la gestion par l'homme du vivant. Donc ça, c'est déjà un point de sémantique qui est vachement important. Ça existe depuis 1985, le terme biodiversité. Avant, on disait dans la nature, quoi. Je me promenais dans la campagne, dans la nature, dans la forêt. Il n'y avait pas un mot pour... Et celui-là, il inclut le fait qu'on devient gestionnaire, mais de plus en plus. Il y a encore quelques poches, des forêts primaires, mais de moins en moins nombreuses. Et un jour, elles existeront très certainement plus, ou elles seront mises sous cloche, justement. Donc ça, c'est sur ce point-là. Ensuite, ouais, je pense aussi que l'idée de gérer était... À un moment donné, on avait un point d'entrée, c'était les espèces menacées. On disait, oh, le courlis cendré, il s'en va, il n'y a plus de pulsatile, il n'y a plus telle espèce qui aujourd'hui est sur liste rouge. Liste rouge, c'est-à-dire qu'elle est vraiment menacée, en danger, etc. Il y a différents statuts derrière tout ça. Donc on s'est dit, il faut qu'on recrée son habitat. Alors au début, on pensait à l'espèce elle-même, et après on a compris qu'il fallait que son habitat existe. Donc c'est pour ça qu'il y a eu la directive habitat au niveau européen. Dans un deuxième temps, après qu'il y ait la directive oiseau, on pensait d'abord à l'oiseau. Après on s'est dit, on va faire l'habitat de cet oiseau, ça ira peut-être mieux, quoi. Et donc on essaie de préserver les espèces menacées. Mais aujourd'hui on est arrivé, on commence à prendre conscience, c'est assez récent, l'autre chose, c'est que c'est aussi la biodiversité ordinaire qui est menacée. Par un effondrement massif des populations, bon c'est jamais rigolo de dire, j'aime pas annoncer les mauvaises nouvelles, quoi. Mais ça veut dire que les oiseaux, ou les animaux, la faune que vous voyez habituellement, vous avez une perte en nombre d'individus qui est le prémisse d'un déclin et d'une menace pour eux aussi. Et donc, il faut aussi qu'on s'intéresse beaucoup à la biodiversité ordinaire. Il se trouve qu'en ville, on n'arrivera jamais à avoir des espèces sur liste rouge parce qu'elles ont des habitats tellement spécifiques et elles sont pas fragiles, mais elles sont inféodées à un milieu et elles sont dans cet écosystème-là et elles ont besoin de cet écosystème-là. Donc en ville, on ne le trouvera jamais, la tourbière ou des lieux vraiment particuliers. Donc il faut s'intéresser à la nature en ville parce que on artificialise de plus en plus. Il n'y a pas le choix, et pour pouvoir justement cohabiter avec le reste du vivant, tout simplement. Donc il faut qu'on repense complètement. Moi je le vois en permanence quand je me balade dans les rues, il y a mille et une choses à faire, on ne se rend même pas compte. On est encore dans le siècle du béton, du carré, du taillé, du maîtrisé, mais il y aurait tant de choses à faire, mais ça demande un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'il faut changer de logiciel, on est peut-être à tous. Parce qu'on est chacun, du coup, en ville, c'est morcelé, il y a plein de petites parcelles, chacun est propriétaire. Il y a bien sûr des espaces communaux où il y a l'impact le plus important s'il y a une volonté de la ville d'intervenir, et elle va rencontrer les résistances des habitants. Attention, passer au zéro pesticide, c'est toujours quelque chose qui est source de conflit, c'est pas évident. Le nombre d'élus qui reçoivent des courriers incendiaires, mais sans aucune formule de politesse, pour dire que les trottoirs sont mal entretenus, etc. Pourtant je vous ai élu, etc. Et c'est un vrai problème. Donc on est tous obligés de repenser autrement notre lien à la nature et de l'accepter aux portes de chez nous, quoi. Dans notre jardin, dans la rue, sur les trottoirs, partout. Voilà, moi là où j'habite dans un milieu assez urbain, il y a une loutre qui passe par là, il y a un écureuil juste dans le parc derrière. Et je me dis, je vois les travaux qui s'annoncent, ça s'artificialise, et je me dis un jour ils sont peut-être plus là. Dans le jardin d'à côté, il y a un hérisson, et ben il est dans un endroit complètement clos.
S'il ne trouve pas sa copine, eh ben, il n'y aura plus d'hérissons, quoi. Il faut qu'il puisse circuler. Donc tout ça, c'est plein de petites choses qui passent aussi par le choix des végétaux qui conviennent aux animaux. Voilà. Patricia, tu avais une question? Non, mais c'est pas grave, ça rejoint ce que disait Vincent. Oui. Oui, effectivement, quand on parle de train verte et bleu, effectivement, on pense à des paysages de campagne, etc. Mais c'est important que ça se passe aussi en ville et que du coup, il y ait des milieux supports de biodiversité qui soient aussi supports d'activité humaine et notamment d'agriculture. Et l'important aussi, c'est de refaire le lien entre le producteur et le consommateur, pour reprendre le gros mot. Mais surtout qu'on retrouve un lien avec notre alimentation et que ce ne soit pas une alimentation qui fait 3 fois le tour de la Terre avant d'arriver à nos assiettes, mais qu'on puisse voir qui produit déjà, comment il produit, et que sur ces parcelles, la façon dont il produit favorise aussi la biodiversité. Et donc ça, c'est possible aussi en ville, et c'est vraiment des choses à développer, et donc ils participent à des politiques un peu plus globales, même si on ne s'en rend pas compte, mais au final, c'est des choses très importantes. Et puis, c'est toujours plus agréable d'avoir un cadre de vie où il y a un peu de verdure, des parcs, enfin voilà, que de vivre dans du béton, dans des trous en béton. Donc c'est aussi recréer la ville sous l'angle biodiversité, agriculture, production locale, et ça c'est tout à fait intéressant. Donc il y a des initiatives de plus en plus, et on espère avec la Train verte et bleue que ça se démultiplie. Quelles que soient les initiatives, sont toujours bonnes à prendre. Sauf, effectivement, en ville, on a un petit souci, comme vous le disiez, avec les plantes ornementales. Et donc, c'est essayer de travailler justement avec cette nouvelle marque, là, végétale locale, pour être sûr qu'on utilise bien des essences, des plantes, des variétés qui sont utiles pour la biodiversité et pas des choses ornementales qui ont un peu d'intérêt, voire qui sont contre-productives si elles sont envahissantes. Je vais vous lire juste une phrase du bouquin de Bill Mollison qui s'appelle Permaculture One. Donc c'est le tout premier livre qu'il a écrit sur le sujet en 1978. Il écrivait à l'époque: une économie de marché à l'échelle mondiale et une agriculture régionale stable étaient et sont encore foncièrement incompatibles. Des intérêts lointains n'ayant aucun souci du maintien de la productivité de la terre colonisèrent de nouvelles régions pour les cultiver, et des facteurs sociaux et économiques imposèrent des changements dans les régions agricoles déjà établies. L'agroaffairisme se développa. Bon, on n'a pas beaucoup changé depuis. Et ça rejoint un peu ce que tu viens de dire. Beaucoup. Et je voulais faire un parallèle entre la notion de rentabilité et la notion d'efficacité. On a souvent tendance à confondre les deux. Et, comment dire, par exemple, la privatisation de services publics fonctionnels les rend rentables, c'est-à-dire profitables. On crée une plus-value. Le but d'un service public n'est pas de créer de la plus-value, mais de rendre un service, financé par les impôts. Quand on privatise, donc, on rend rentable, mais moins efficace. Il n'y a qu'à voir les chemins de fer en Angleterre, par exemple, qui sont complètement catastrophiques, etc. Et je fais le lien aussi avec un peu ce qui est en train de se passer avec la... je sais pas le terme... comment dire, des concepts comme celui de permaculture sont un peu repris pour en faire un truc assez juteux, avec ferme d'avenir, ce genre de choses. Et là, pour moi, il y a vraiment un entretien d'une espèce de confusion, de confusionnisme ambiant, là, où on se met à cultiver sur les toits, on se met à faire de l'aquaponie, comme ils appellent ça. Je m'inscris complètement en faux vis-à-vis de cette approche-là, qui n'est absolument pas de la permaculture. Alors, la permaculture n'est pas un dogme. La permaculture, c'est à la fois une philosophie, un mode de vie, un art, une science, etc. Gardons le côté scientifique pour les rationnels. C'est recréer un système complexe, c'est-à-dire avec avec un certain nombre d'éléments interreliés les uns avec les autres. Plus on simplifie, plus on s'éloigne de ça. C'est une palissade. L'aquaponie, qu'est-ce que c'est? C'est recréer un semblant d'écosystème où on va mettre des poissons dans un bac, on va mettre des plantes sur des plaques qui flottent au-dessus, les racines sont dans l'eau, elles se nourrissent des déjections de poissons qui sont dans l'eau, et ça fait une boucle vertueuse. Au final, on a 2 espèces, allez, 3 tout cassées. Donc, on est très très loin de ramener de la complexité dans le système.
Cultiver sur les toits, il y a des choses très intéressantes là-dedans. Dans le sens où végétaliser les toitures, déjà, ça permet de refroidir les villes. Ça permet de ralentir la vitesse d'écoulement de l'eau. Quand il y a un gros orage, l'eau coule très vite puisque tout est imperméable. Ça va complètement faire déborder les stations d'épuration et on rejette du coup l'excédent dans les rivières directement. Donc déjà, ralentir l'eau, c'est absolument souhaitable. Etc. L'intervention de la semaine dernière, que vous verrez dans un an sur Internet, parce que ça a été filmé, était très intéressante de ce point de vue-là, parce qu'il montrait justement de la végétalisation de toitures avec des espèces locales, en reproduisant les écosystèmes du milieu de la biorégion dans laquelle on était. Par contre, cultiver des plantes alimentaires sur les toits me pose question dans le sens que ce qui est primordial pour... Enfin, déjà, dans l'agriculture bio, ce qui prime, c'est le lien à la terre, le lien au sol. Le sol est donc cet écosystème complexe dont je parlais tout à l'heure. Quand on est sur un toit, on n'est plus en contact avec la roche-mère, on n'est plus en contact avec le sol naturel. Même si on ramène de la terre là-haut, le sol n'est pas la terre. On peut avoir de la terre sans aucune bestiole dedans. Le sol, c'est l'ensemble des bestioles qui constituent la Terre en interaction avec la roche-mère, avec l'atmosphère, avec les précipitations et tout ça. Donc, le risque, c'est qu'on se retrouve avec des légumes ou des plantes comestibles très appauvries en éléments que la plante n'est capable d'aller chercher en profondeur avec ses racines dans la roche-mère, qu'elle ne trouvera pas sur un toit en béton. Donc là-dessus, voilà, je vous invite à la plus grande vigilance. Et par contre, voilà, je finis juste ce petit mot par rapport à la rentabilité et l'efficacité. Point de suspension. Oui, Madame Osé. Par rapport à cette culture sur les toits aussi, aujourd'hui on a un gros déclin des terres agricoles et il faudrait déjà songer à les cultiver sur de la vraie terre, un vrai sol et des terres, plutôt que de se dire bon bah on a de moins en moins de terres agricoles, donc on va aller sur les toits. Non, il faut se battre pour garder la terre agricole et cultiver sur de la vraie terre, dans des vrais écosystèmes. Après, on peut se faire plaisir sur des terrasses, voilà. Mais le gros danger que je vois là derrière, merci de souligner ça, c'est que, en gros, il y a deux agricultures bio qui sont en train de se tirer la bourre. Il y a une agriculture bio avec les valeurs du départ de Nature et Progrès et tout ça, qui cherche justement à entretenir ce lien au sol, à la biologie, agriculture biologique, ça veut dire liée à la vie, et une agriculture bio-business, qui est la même que l'autre sans la chimie de synthèse, et qui pousse justement à ce que la charte soit de moins en moins contraignante, qu'on autorise maintenant 0,9% d'OGM dans les produits transformés ou dans l'alimentation des animaux, qu'on autorise des pesticides, on va dans cette direction-là. Le bio en supermarché, pour moi, est un non-sens total. C'est un marché de niche, c'est un produit d'appel qui permet de vendre toute la gamme qu'ils ont à côté. Ces gens ne sont pas philanthropes. Et encore une fois, si ce n'est pas nous qui nous intéressons à ces questions et qui nous réapproprions la délibération et les questions éminemment politiques que nous traitons ce soir, d'autres le feront, avec les moyens qui sont les leurs et qui sont très très puissants. Oui, et la deuxième chose que je voulais dire à ce sujet, c'est que si on commence à cultiver sur les toits, on va nous dire non, pourquoi vous voulez un hectare de bonne terre alors que vous avez des toits? Donc en gros, ça peut aller aussi dans cette direction-là de faire du bio hors sol, quoi, finalement, ou les fermes urbaines qu'on voit, les fermes verticales et tout ça, qui sont du hors sol, clairement. Oui. Après, ça va être, ce qui est important aussi, c'est le local. Enfin, je trouve plus que le bio, c'est vrai, pouvoir cultiver à côté de chez toi, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Oui, là, c'est un impact de carbone qu'on diminue sur le toit. Non, mais je suis d'accord sur le fait, par exemple, on prend Paris, il y a une cinquantaine de dossiers à déposer, pour les jardins sur les toits. Et en parallèle, c'est vrai que la région parisienne ne produit absolument pas pour la région parisienne. C'est-à-dire que tout autour de la région parisienne, on a 51% des cultures, 51% des sols qui sont consacrés aux cultures qui ne partent pas pour
Paris, qui n'alimente pas Paris. C'est le vrai, aujourd'hui c'est aussi un des vrais soucis, c'est le circuit court et le fait de se dire où est placée l'agriculture par rapport aux centres urbains, par rapport aux gens qui consomment. Donc, oui, non, c'est partout, mais c'était un exemple, c'est-à-dire que c'est sûr que faire un coup de com' sur... On a plein de fois, on les végétalise et on fait de l'agriculture. Mais on prend souvent des terres agricoles aussi pour faire des espaces de loisirs, par exemple. Des espaces récréatifs. Et bien, on a des espaces récréatifs sur le toit et bien sûr sur la terre. Je voudrais juste intervenir, Patricia, pour indiquer que, bon, évidemment, je suis pour le bio depuis bien longtemps, mais j'ai découvert lors d'une conférence au lycée agricole de Courcelles aussi, ce que c'était l'agroforesterie. Pour moi, c'était vraiment une découverte parce que je ne connaissais pas. Et il me semble, donc Monsieur de Temple, vous êtes un petit peu spécialisé dans ce domaine-là, quand même aussi, il me semble que ça répond vraiment à pas mal de problèmes de recréation de la biodiversité, de stockage de carbone aussi, hein, par la présence des arbres, parce qu'on a quand même un problème de CO2 qui est important. Les arbres en même temps, ça participe à dépolluer l'air ambiant, ça participe à... Enfin, j'aimerais que vous preniez la parole là-dessus, vous le ferez certainement mieux que moi. Alors, agroforesterie, on est sur le thème de la nature en ville, donc l'agroforesterie, bah, c'est plutôt agriculture et forêt. Donc là, on est plutôt dans les milieux de campagne ou dans les alentours des villes. Voilà. Alors là, Milan, une multitude de services, c'est bien que je puisse en parler. D'abord, il y a plein d'enjeux qui sont en fait des enjeux sociaux. Il y a la qualité de l'eau qu'on boit au robinet. D'accord ? C'est grâce aux racines des arbres et des herbes, c'est grâce au milieu humide. Il y a une phytoépuration qui se crée. Et l'eau s'épure grâce à tout le chapelet de bactéries qui sont autour des racines. Et c'est essentiel. Si on draine ou si on comble des zones humides, on risque d'avoir une eau de mauvaise qualité, quoi. Ça, c'est un premier point. Sur l'eau, il y a aussi, toujours sur le problème de l'eau, le ruissellement, la perte des terres agricoles. Mais je me rends compte que les agriculteurs conventionnels, ils s'en fichent complètement. Parce que eux, la terre est un substrat, et puis ils mettent des intrants qui leur permettent quand même de cultiver. C'est dommage, parce qu'il faudrait refaire vivre tous ces sols qui sont aujourd'hui perdus. Et aussi travailler sur le taux de carbone dans les sols et à la vie organique, parce que c'est un lieu de stockage. Quand vous regardez un arbre devant vous, vous avez la partie aérienne, c'est un quart du carbone stocké dans le tronc, les branches. La partie souterraine, c'est un quart du carbone stocké dans les racines. Vous allez me dire, il manque la moitié. Et bien la moitié, elle est dans le sol, parce que cet arbre, il va produire des racines qui vont mourir, des feuilles qui vont tomber. Il y a toute une vie organique qui va se créer. On appelle ça un réseau eutrophique, hein, c'est une chaîne de prédation finalement, et puis depuis les tout petits organismes qui sont des bactéries, et ça va vivre, ça va mourir, se reproduire, et ça représente la moitié, c'est-à-dire que le tronc que vous voyez qui est immense, il représente un quart seulement, et toute la vie du carbone, elle est là, la pluie elle tombe, elle descend un peu plus bas, elle se stocke. Si on était à l'ère du Carbonifère, elle ferait de la houille, 300 millions d'années plus tard, et donc c'est ce carbone-là. Le problème, c'est que les terres agricoles, en France, 95% des terres agricoles perdent du carbone, grâce à cause plutôt du ruissellement, de l'eau qui lessive tout ça, à cause des terres qui sont nues en hiver, donc il faut aussi mettre de l'engrais vert, un couvert végétal, etc. C'est vraiment juste les trucs de base pour un agriculteur conventionnel. Heureusement, les chambres d'agriculture, elles y sont sensibles, elles font vraiment des actions de sensibilisation fortes pour limiter le sol découvert, pour le couvrir en hiver, pour pouvoir faire la rotation des cultures, ce qui est également important pour ne pas épuiser le sol. Mais on a un potentiel énorme à ce niveau-là. Je fais une grosse parenthèse là-dessus, en fait, parce que c'est un point super important. Il se trouve que le gouvernement français, je ne sais pas si c'est à son initiative ou si c'est international, il a fait une opération, entre guillemets, qui s'appelle 4 pour 1000. Ça veut dire que si vous augmentez tous les ans de 4, pas pour cent, mais 4 pour 1000, le taux de carbone des sols émergés,
vous stockez tout le carbone émis par les activités humaines, et donc vous luttez massivement contre le réchauffement climatique, puisque tout ce carbone qu'on émet, il peut être restocké dans les sols. Or, on est exactement dans l'inverse, on est en train de laisser des sols nus, on est en train de couper des forêts, et bon, regardez Madagascar ou l'Amazonie ailleurs, hein, nous à côté on est des petits joueurs, hein, c'est-à-dire que s'il rafle des hectares et des hectares, et ben tout ce carbone qui a été stocké il va partir, et puis il va être en contact de l'air, il va de nouveau avoir sa forme gazéifiée qui est le gaz carbonique finalement, et il va retourner dans l'air, il va refaire son cycle d'effet de serre, et puis on a tout perdu. C'est-à-dire que couper un hectare de forêt, les conséquences elles vont bien au-delà de simplement enlever un hectare à la nature, quoi. C'est-à-dire qu'on va mettre des tonnes et des tonnes de carbone dans le ciel, quoi. Voilà, ça c'est un élément hyper important, et donc l'arbre, c'est le premier des vecteurs, les prairies aussi, hein, c'est important les prairies, hein, je ne veux pas dire que les mettre en concurrence, mais bon, comme je parle de l'arbre ici surtout, l'arbre c'est un vecteur primordial pour stocker du carbone, tout ce carbone qu'on émet par ailleurs, quoi. Alors voilà, donc j'ai parlé un peu des sols, j'ai oublié de dire que c'était aussi, le sol il est aussi nourricier, donc là, Vincent pourra plus en parler que moi certainement, hein, parce que c'est des choses qui sont très sensibles pour les permaculteurs. Il y a également le microclimat, le bien-être animal, voilà, on est en élevage, etc. Quand vous voyez des poules sur un terrain et puis qu'il n'y a pas un arbre, ou bien des vaches qui sont sous le cagnard, ou les chevaux, hein, vous les voyez, ils sont tous en train de s'agglutiner derrière la cabane où il y a 1 mètre d'ombre, etc. Parce qu'ils ont aussi besoin du bien-être comme nous, hein. On fait pareil qu'eux, on préfère faire une sieste sous un arbre que sous le soleil, quoi. Donc le bien-être animal il est aussi essentiel, hein, il passe aussi par la dignité humaine, de la considération de cet animal qu'on élève, donc je crois que c'est aussi important. Donc j'ai parlé du sol, de l'eau, les enjeux énergie renouvelable, planter une haie, c'est aussi planter des arbres qu'on va pouvoir récolter, on va pouvoir faire des bûches, des plaquettes, on va pouvoir également faire du paillage pour pouvoir, ou une litière animale, on peut les utiliser toujours dans les élevages pour la litière animale, en maraîchage pour pailler ces cultures, donc c'est plein de ressources qui sont issues de là. On peut aussi produire du bois d'œuvre, hein. Quand vous plantez un cormier, alors juste le jackpot, hein, si vous voulez donner, si vous êtes jeune bien sûr, parce que sinon c'est difficile, mais si vous voulez donner un héritage à vos petits-enfants et encore les voir en profiter, planter quand vous êtes jeune, sur un terrain de, je sais pas, si vous avez par exemple 10 hectares, vous plantez un taux de 30 arbres à l'hectare, c'est à peu près ce qui est préconisé en agroforesterie. Cet arbre, vous l'achetez 2,50 € et vous le conduisez en bois d'œuvre, c'est du cormier, du mûricier, du noyer, de la lisier terminale par exemple. Vous allez revendre le fût, un fût de 6 mètres de haut, qui ne soit pas branchu, etc. Vous le revendez au prix de 4 000 € peut-être, hein, parce que c'est du bois noble. Donc vous imaginez la plus-value qui est faite sur cet arbre qui pousse. Voilà. Ça c'est pour ceux qui veulent transmettre mettre leur génération future à l'abri du besoin, faites ça. Hein. Voilà. Il y a un autre enjeu important pour l'agriculteur, surtout en bio, c'est qu'il a besoin d'avoir des auxiliaires. Il a besoin d'être aidé par la nature, justement, par cet équilibre des forces entre les différents organismes qui fait qu'il n'y en a jamais un qui va prendre le dessus et vous n'aurez jamais une infestation massive de tels nuisibles qui aura commis des dégâts majeurs sur la culture. Et ça ne s'obtient qu'en allant vers un équilibre du milieu sur le qu'on gère, hein, que l'agriculteur gère. Je vous donne la parole après. Et puis donc il faut un habitat pour ces auxiliaires. Tout simplement, c'est des arbres, c'est une bande fleurie, etc., etc. Voilà, c'est les points les plus importants, il y en a certainement d'autres, comme le brise-vent, etc., qui lui est connu. C'est aussi le lierre pour les abeilles sauvages, parce que voilà, il y a dans les je parle peut-être pas assez fort, enfin, dans les exploitations d'agroforesterie qui sont... dans les exploitations d'agroforesterie qui sont très abouties, il y a un calendrier de nourrissage pour les abeilles sauvages, par exemple. On va planter tout ce qu'il faut pour qu'elles puissent se nourrir. Voilà. Alors, bien sûr,
On choisit les espèces aussi. Alors l'implantation des espèces et puis le choix des espèces elles-mêmes, on d'abord selon le biotope. Le biotope, c'est le sol sur lequel elles sont. Hein. Donc il y a des espèces milieu acide qui ne vont pas aller sur le milieu calcaire, on fait gaffe. On fait gaffe à la hauteur aussi. Et puis on fait gaffe aussi aux périodes de floraison, un certain nombre de choses comme ça. Et tout ça, ça donne à la fin un projet agroforestier qui est abouti, qui est efficace, efficient, et puis qui rend vraiment service à l'agriculteur. Alors justement, petite page de publicité, c'est que nous avons fait un site qui s'appelle jeplantemahai.fr, tout attaché, sans faute d'orthographe.fr, et on a répertorié tous les plants, alors toutes les espèces ligneuses d'Alsace, donc pas très loin ici, c'est à peu près pareil, hein, ça ne change pas grand-chose. Et vous avez, c'est comme c'est un outil d'aide à la décision, c'est-à-dire vous cochez, je suis sur un terrain acide, un terrain humide, je veux des espèces comestibles. Vous avez toute une liste avec des photos et tout ça, vous triez par rapport à la hauteur, par rapport à des enjeux tels que est-ce que je vais faire du bois d'œuvre, est-ce que je ne sais pas tous en tête, mais il y a plein de critères. Et en fonction de ça, vous pouvez choisir des espèces qui peuvent convenir à votre projet de plantation. Ça marche. Alors, beaucoup de chargés de mission s'en servent parce que c'est un outil un peu professionnel. Mais si vous êtes à l'aise avec l'informatique, ça peut aussi convenir pour une haie autour de votre jardin, etc. Voilà. Il y avait monsieur qui levait la main. Oui, pardon. Je me posais la question des abeilles. Personnellement, je suis apiculteur amateur. J'ai de louer, mais la question se pose quand même justement parce qu'il y a la concurrence entre les abeilles sauvages et les abeilles domestiques, qu'on appelle domestiques. Du coup, moi j'ai fait ça quand même à la base dans une démarche justement, je dirais pas purement écologique, parce que j'avais mangé du miel, voilà, je me suis dit tiens, pourquoi pas, mais il y a quand même une grosse démarche écologique derrière. Mais je me demande à quel point en fait on ne fait pas plus de mal que de bien en montant des colonies d'abeilles comme ça et en les conduisant comme on les conduit, parce que c'est quand même, pour avoir été au Rucher École et puis pour avoir rencontré différents apiculteurs, c'est quand même une industrie derrière. Enfin, oui. C'est impressionnant. Il y a une volonté de protéger absolument les ruches, etc. La sélection naturelle, il n'y a plus du tout de place pour ça. Hein. C'est vraiment dans quelque chose de tout à fait changé par l'homme. Du coup, c'est pareil. Quelle place pour l'apiculture dans la permaculture, dans les autres démarches, quoi. Alors je renvoie juste à un bouquin qui est sorti il y a peu de temps, il y a quelques mois, de Bernard Bertrand, les éditions de Terreau, sur justement redonner, laisser des essaims sauvages d'abeilles domestiques, les laisser en fait une espèce de renaturation en fait, des abeilles qui leur permettra justement de redévelopper une capacité de résistance naturelle aux varroa, etc. Donc j'ai pas de réponse à ta question. Allez-y si vous avez des réponses. Je vous donne la parole. Simplement, je voulais relater un échange que j'ai eu pas plus tard que hier avec le président de la Fédération des syndicats des apiculteurs du Bas-Rhin, bref. Donc c'est à peu près 3000 apiculteurs qui sont tous amateurs. Et il était juste catastrophé parce qu'il m'a dit on en est arrivé à un stade, les sites mellifères ont tellement disparu comme peau de chagrin que pour un apiculteur, les derniers spots qui restent vraiment, tout le monde se met dessus. Et du coup, vous avez des centaines de ruches qui sont là et qui butinent partout. Alors là, il n'y a pas beaucoup de place pour l'abeille sauvage, hein. C'est évident. Elles remplissent leur rôle de pollinisateur, qui est essentiel hein, pour nous. On a besoin que la pollinisation se fasse. Et elle est, par voie automophile, elle est primordiale, quoi. C'est 80% des espèces que nous mangeons. Et puis aussi pour la nature elle-même, quoi. Mais il est catastrophé par ça. Hein. Donc il faut effectivement, on va mettre des actions ensemble justement pour recréer des milieux favorables autour des apiculteurs adhérents qui ont envie de se lancer là-dedans. Et donc c'est par la plantation de haies, c'est par des prairies d'espèces sauvages locales aussi, hein, c'est primordial. Mais sinon, s'il n'y avait pas ce cas du goulot d'étranglement, les abeilles domestiques et les abeilles sauvages peuvent cohabiter dans une nature qui donne à profusion. Si ça peut répondre à cette question-là. Je prendrai juste la parole parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup inquiété justement. J'ai fait intervenir un conférencier il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus, mais c'est un conférencier d'Urban Bees, une association qui défend les abeilles sauvages.
Et j'ai repris contact avec lui et également avec un chercheur de l'INRA d'Avignon qui est spécialisé sur la sauvegarde des abeilles sauvages. La situation elle est assez inquiétante parce que la prolifération des abeilles domestiques fait que les abeilles sauvages sont privées de nourriture. Donc il ne faudrait pas normalement dépasser 5 ruches au kilomètre carré en réserve naturelle et ne pas dépasser 3 ruches au kilomètre carré en ville. C'est ce qui ressort des derniers travaux. Voilà. Donc, et une abeille sauvage ne peut pas se déplacer à plus de 300 mètres pour chercher sa nourriture. Si elle ne trouve pas sa nourriture, elle meurt. Donc ces abeilles domestiques, qui en plus quelquefois viennent de Chine, ne sont même pas des abeilles endémiques, hein, parce qu'il y a tout un business là autour. Voilà, donc c'est une situation assez catastrophique. Et d'après ce que dit le spécialiste du Urban Bees, les abeilles domestiques ne pollinisent pas. Ce sont les abeilles sauvages qui pollinisent. Bien mieux. Voilà, bien mieux. Elles pollinisent par accident un peu les abeilles domestiques. Mais les pollinisations se font par les abeilles sauvages, les bourdons. Enfin, je pense que Maxime Paquin en sait plus que moi. Donnez-nous un peu d'espoir quand même. Je ne vais pas trop intervenir sur ce sujet, donc je vais te laisser, effectivement. Et on voit bien, parce qu'on parle beaucoup de biodiversité, alors pour certaines personnes c'est peut-être pas important, c'est pas ses préoccupations premières, mais on voit bien le rôle de la biodiversité pour nous, en étant un peu égoïste, et l'intérêt la préserver à la fois parce qu'on est dans un monde où il y a beaucoup d'espèces et donc il faut aussi les respecter, mais aussi parce que c'est important pour nous. Et donc voilà, tout ce qui a été cité comme problème, effectivement, à la pollinisation, là c'est central puisque c'est notre alimentation qui est en jeu. Et donc il y a quand même de l'espoir. Je ne suis pas monomaniaque de la trame verte et bleue, mais je vais repartir sur la trame verte et bleue. Surtout parce que nous, ce qu'on voit en tant qu'association de protection de la nature, c'est que très peu d'acteurs s'engagent. Sauf ces dernières années. Et dès qu'il y a une politique biodiversité qui était inscrite par un gouvernement, très peu d'acteurs s'engageaient ou étaient contre, etc. Ce qu'on a vu avec la trame verte et bleue, par contre, c'est que ça a motivé des élus, ça a motivé des agriculteurs, ça a motivé plein d'acteurs pour essayer de faire quelque chose par rapport à la biodiversité. Alors, est-ce que c'était les bons termes qui ont été choisis ou est-ce que c'était le moment de la prise de conscience collective qu'il fallait faire quelque chose? Mais en tout cas, on voit des dynamiques positives autour de la biodiversité. Et ça, on n'avait pas vu de telle dynamique depuis très très longtemps, donc c'est pour ça que voilà, je vous donne un peu d'espoir, il y a des choses qui se font. Il y a un site internet qui s'appelle tramevertebleu.fr qui recense les actions que les différents acteurs peuvent faire, et donc il y a quand même de l'espoir de faire un certain nombre de choses. Je vais revenir sur 2-3 petits points. L'agroforesterie, alors oui, c'est important, la place de l'arbre est super importante, mais ça peut être, c'est comme l'agriculture biologique, ça peut être dévié ou mal utilisé. On peut planter des lignes de peupliers dans des champs de maïs et dire c'est de l'agroécologie, ça a très peu d'intérêt pour la biodiversité en tout cas. L'agroforesterie. Oui. Ah pardon, excusez-moi, agroforesterie. Il y a plein de concepts. Donc voilà, il faut faire attention et c'est pour ça que vous parliez de qui prend les décisions. Nous, on est plutôt sur on parle plutôt de gouvernance et d'essayer de faire en sorte que les acteurs, l'ensemble des acteurs soient associés à des prises de décision sur les territoires, bien sûr les élus, les agriculteurs, mais aussi les simples citoyens. C'est important que les simples citoyens soient partenaires des décisions qui sont prises sur leur territoire. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des lieux où on peut s'exprimer et où les choses peuvent être discutées sur un vrai projet de territoire et qu'effectivement ça ne soit pas pris dans un bureau de 3 personnes qui vont pouvoir et avec cette trame verte et bleue, on peut imaginer des dynamiques à la fois, et c'est ce qui se fait dans certaines communes, quand des élus disent bon, on va travailler sur la trame verte et bleue dans notre commune. Bon, comment on va faire? Eh ben, on va faire des réunions publiques pour expliquer déjà un peu à tout le monde c'est quoi la trame verte et bleue. On va faire des sorties de terrain, on va faire ce qu'on appelle la lecture de paysage, on va se promener dans la commune ou dans la ville. Et puis voir, tiens, il y a tel et tel élément, est-ce que ça peut être de la trame verte et bleue, est-ce que ça pose problème à la biodiversité, le rôle de l'agriculture, parce que c'est le thème de la soirée, donc la place de l'agriculture dans la commune, est-ce que je suis dans une commune où il n'y a que des champs de maïs tout autour, ou est-ce que c'est des paysages diversifiés, en ville, est-ce qu'il y a des espaces verts, quel type d'espace vert, est-ce que c'est des jardins partagés, est-ce que c'est un espace public avec des arbres et de la pelouse bien tondue. Et à partir de ce genre de diagnostic, on emmène un peu tout le monde, on peut imaginer ce qui peut être fait mieux,
mieux faire, à la fois pour la biodiversité, à la fois pour nous. Donc c'est ça qui est engageant avec cet outil-là. Et à peu près, c'est à peu près tout ce que je voulais dire, sinon j'oublie, c'est pas grave. Je voulais revenir sur, déjà sur la question sur l'agroforesterie. Comment dire, sans jugement de valeur sur l'outil, considérer ça comme une technique. Ce qui me semble par contre très très important, quelle que soit la technique considérée, c'est de ne pas réduire la question à une question purement technique, quelle qu'elle soit. C'est pas juste sur l'agroforesterie, parce qu'effectivement, comme tu dis, on peut faire de l'agroforesterie avec les pierre-mâcheries, quoi, et saccager complètement le sol et continuer à mettre de la chimie et des arbres qui vont pomper le sol. Les peupliers sont beaucoup OGM aussi, et j'en passe. C'est pour ça que moi j'insiste vraiment sur le côté politique de ces questions, et que c'est vraiment à nous, individus et collectifs, c'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment, à mon avis, nécessaire qu'on s'organise, et c'est là que je préfère parler d'organisation plutôt que de gouvernance, par des associations de défense de nos intérêts, quelles qu'elles soient. Il y a le CGA de Lorraine pour l'agriculture bio, il y a l'Ordre des graines pour les semences, et l'île d'Alsace pour reboiser nos campagnes et nos villes, etc. Et je voulais venir sur un concept qui me semble très important, c'est celui d'écotone en écologie, qui est la zone de transition, de frontière entre deux écosystèmes voisins. Et je parle de ça maintenant, ça peut paraître dissocié de ce que je disais juste avant, mais pas tout à fait, vous allez voir. C'est que tous les concepts dans l'écologie, par la permaculture, justement, on peut les transposer en fait dans la société. L'écotone, donc par exemple, c'est la lisière entre la forêt et la prairie voisine. À cet endroit, on retrouve des espèces propres à des espèces de la forêt, on retrouve des espèces de la prairie, on retrouve des espèces qui ne sont que au niveau de la lisière, qui ne sont pas dans la forêt, qui ne sont pas dans la prairie. C'est l'endroit où il y a le plus d'échanges d'énergie. Ça va capter énormément de soleil à cet endroit-là. On va avoir une végétation qui va pouvoir se développer qu'à cet endroit-là, parce que dans la forêt il fait trop sombre et dans la prairie il fait trop clair. Pareil pour l'eau, pareil pour le brassage des populations. C'est un endroit où il y a beaucoup d'espèces qui transitent, donc qui brassent des gènes, des populations voisines qui sont dans le bosquet à côté, etc., qui vont pouvoir se déplacer et perpétuer l'espèce. Si on transpose ce concept aussi dans la société, il me semble très important de créer des lieux de rencontre. Un bistrot associatif, pourquoi pas une salle de conférence, pourquoi pas une salle de conférence, à condition, encore une fois, qu'on ne laisse pas quelques personnes tenir les rênes et qu'on s'approprie justement ces questions-là. Il faut que je fasse un break. Changement de batterie des téléphone, ça, je confonds tout maintenant. Avec les téléphones qui font appareil photo, je confonds les appareils photo avec les téléphones. Bon, prends quand il va changer la pile, comme ça enregistre aussi. Partez pas, mademoiselle, je voulais répondre à votre question sur le local. Question. C'est un appareil diesel, il faut le temps qu'il réchauffe. Bonjour le bilan carbone. Je profite juste du changement de pile pour dire la définition de l'agroforesterie. On ne croit pas qu'on doit se concentrer sur les arbres, ce qu'on appelle intraparcellaires, c'est-à-dire qui sont au milieu des grands champs de maïs, des grands champs de blé, etc. Voilà. C'est la petite parenthèse pour la définition du jour.
il y a un truc qui fait vraiment défaut dans l'agriculture actuellement, c'est le lien entre les producteurs et les gens qui ne sont pas agriculteurs. Et s'il y a 200 agriculteurs qui se suicident chaque année, c'est notamment parce qu'il y a une perte de sens absolument terrible dans leur profession, que d'une part, ils sont complètement essorés par les institutions en coup de papier à remplir, c'est pas ça leur métier. Voilà. Je trouve ça plus intéressant de manger peut-être des pesticides, un peu de pesticides à côté de chez nous, que manger du bio qui vient du bout du monde. En fait, je pense que au niveau de la terre, peut-être il y a un impact moins important. Je proposerai une troisième voie, c'est de manger du bio local. Et de militer pour qu'il y ait de plus en plus de bio local. Et de faire la pression sur les institutions et sur les élus pour que, par exemple, les aides au maintien des agriculteurs bio qui sont convertis, ça vient de passer, il y a quelques mois. Donc il y a des aides à l'installation pour le bio, il y a des aides ensuite au maintien pour que les agriculteurs qui sont convertis puissent rester au bio. Et ça vient d'être supprimé. Ce qui fait qu'il y en a qui avaient déjà fait leur budget prévisionnel et tout ça, leur plan de culture et tout, ils se retrouvent avec des dizaines de milliers d'euros en moins. Déjà, les aides qui étaient encore en vigueur de 2015 ne leur ont pas encore été versées pour certains. Donc c'est absolument catastrophique. Depuis 2 ans. Ouais. Et voilà, donc ce genre de choses, et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est des questions, moi je m'inscris en faux complètement aussi sur la notion de consommateur. Arrêtez d'être des consommateurs, s'il vous plaît, éteignez la télé, parce que le consommateur c'est un individu. Si on reste seul dans notre coin, c'est ceux qui nous font consommer, donc les vendeurs de rêves, les publicitaires, et puis ceux qui les payent grassement, c'est la grande distribution en gros, et l'industrie agroalimentaire. Qui vont, c'est eux qui tiennent les rênes finalement. Ça te plaît, on parle beaucoup de bio, alors je pense que c'est le plus important d'abord de parler local, et après, si c'est possible de passer de local en bio. Ce qui me semble d'abord plus important, c'est de ne pas rester isolé. C'est qu'on soit en groupe pour pouvoir discuter de ces choses-là et pour pouvoir décider ensemble qu'est-ce qu'on veut comme agriculture. Et ensuite, on peut s'organiser pour pouvoir acheter la nourriture qu'on veut, du coup à des prix intéressants, et pour le producteur et pour les gens qui vont manger. Ça peut être des groupements d'achat, des AMAP, etc. Mais là, c'est le problème du politique. Des magasins de ferme. Là, c'est le gros problème du politique, c'est les lobbies qui sont dans les parlements, etc., et qui posent gros problèmes. Et ça, c'est un modèle de démocratie, justement, qu'on accepte nous tous. Et on voit le vote qu'il y a eu au présidentiel. Voilà, perso, j'ai mon avis, je pense que d'autres aussi l'ont. Mais on ne va pas aller vers des choses qui s'améliorent. Les lobbies ne vont pas sortir des parlements. C'est clair, net, précis, c'est pas le but. Ça, c'est un très gros problème aussi. Juste pour dire, le président actuel est le président de la Ve République qui a reçu le moins de suffrages d'adhésion. Ça, on le sait. Donc il y a vraiment une perte de confiance, de toute façon, claire et nette. Et, enfin, une perte de confiance, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, une défiance. Alors, juste une petite... Monsanto vient de se faire virer du Parlement européen. Leurs lobbyistes n'ont plus le droit d'aller. Il y avait un procès récent, je sais pas. Oui, non, mais c'est faire passer leur saleté qu'ils se sont fait virer. Après, c'est les Alors, ce que je vous propose, c'est que là, maintenant, on commence à sortir en fait du débat et du thème de ce soir. Je pense que ça peut être l'occasion d'échanges tout à fait acerbes et pertinents. Ce que je proposerais à nos 3 intervenants, que je remercie beaucoup pour leur présence, ce serait de faire une petite conclusion, étant entendu qu'après, les échanges avec la salle peuvent se continuer, mais hors peut-être du contexte. Et oui, je sais pas, il y a un petit pot, il y a un pot qui est prêt à côté, donc oui, c'est prévu, d'accord, parce que je voyais rien, donc d'accord, donc c'est prévu, donc on pourra continuer les discussions, voilà, sur ce sujet. Donc je vous propose peut-être quelques minutes de conclusion sur cet événement.
C'est difficile de conclure après tous ces échanges riches. Oui, des ouvertures. Moi, j'ai quand même envie d'être positif, même si on est dans un contexte assez négatif, mais d'essayer quand même de garder espoir et de se dire qu'on peut tous essayer de faire quelque chose. Si vous êtes simple citoyen avec un petit jardin, ou si vous avez un jardin familial, et bien au lieu et que vous avez une haie de tuya, et bien rasez votre haie de tuya et plantez une vraie haie avec le label végétal local. Si vous êtes agriculteur proche de la ville de Metz, essayez de proposer vos produits aux citoyens et aux Messins et aux Messines avec des pratiques qui respectent l'environnement. Et puis je pense aux élus aussi d'essayer d'inciter et de faire en sorte que les choses s'organisent pour qu'on ait des meilleurs réflexes par rapport à la biodiversité et par rapport à notre santé. Pour ceux que ça intéresse, je vais poser sur la table au fond des bouquins. S'il vous plaît, ne partez pas avec. Il y a des bouquins et des revues de permaculture. Pour la notion de réseau, je vous recommande chaudement une des revues que je vais poser là-bas qui s'appelle Passerelle Éco. La moitié, il y a une 50aine de pages, la moitié c'est des annonces un peu partout en France justement sur des gens qui commencent à créer des choses avec une approche de permaculture ou des éco-villages ou de l'agriculture écologique, ce genre de choses. De l'autoconstruction, enfin la permaculture c'est tout ça. Et je vais poser aussi cette feuille là, la fleur de la permaculture, qui montre un peu l'ampleur des champs auxquels s'intéresse la permaculture, et vous verrez que finalement ça s'intéresse absolument à tout. Donc ne dites plus jamais, vous me copierez 100 fois sinon, la permaculture n'est pas une manière de cultiver, donc ne dites plus un jardin en permaculture ou une ferme en permaculture, mais un maraîcher ou un agriculteur dans une approche de permaculture ou avec une éthique de permaculture qui repose sur une éthique fondamentale qui est prendre soin de la terre et de ses habitants non humains, prendre soin des humains, ça commence déjà par soi-même aussi, c'est aussi travailler sur ses traumatismes passés, etc. pour sortir de la répétition de schémas qui mènent aussi les gros égos à devenir méchants et violents. Et puis le troisième pilier éthique de la permaculture, c'est partager équitablement. Et ce genre d'échange ce soir fait partie de cet échange équitable. Vous m'avez aussi donné des choses, je parle pour moi, mais voilà, on a tous échangé et on repart tous un peu plus riches. Et je vois Jean-Philippe au fond de la salle, que je salue quand même, qui a monté avec une énergie assez incroyable la ferme de Borny, qui me semble être un très bon exemple justement de ce que peut faire de mieux la permaculture, dans le sens qu'elle ne se contente pas juste d'être c'est pas juste une ferme, c'est une ferme qui est à l'interface. Je parlais tout à l'heure d'écotones, de zones de transition. C'est entre une zone urbaine plutôt aisée, avec une zone urbaine plutôt dans des conditions plus difficiles. Voilà, c'est à l'interface de deux milieux. Ça permet à des gens qui ne se croisent pas d'habitude de se croiser, ça permet de créer du lien aussi, pas seulement entre les bestioles qui sont dans le sol de ces champs. Voilà. Et je vous invite à aller voir, c'est très intéressant. Il y a des arbres en bordure des parcelles ou dans les parcelles, et c'est une approche très, très intéressante. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. On va aller dans la salle juste à côté. Il y a le droit d'intervenir, monsieur. Non, c'est juste pour dire que pour les lire, du coup, ce ne sera pas ici, ce sera dans la salle à côté. D'accord, j'ai aussi quelques bouquins que je ramènerai là-bas, du coup, comme ça on pourra tous les partager. Voilà. Moi je ne sais pas conclure les choses parce que le débat et la réflexion elle est permanente, elle continue. D'abord merci à vous tous d'être venus, voilà, parce qu'on a toujours mieux à faire le soir que de sortir et puis d'écouter des gens dans leur logorée. Et puis, donc bravo à vous, c'est une façon d'avancer dans la réflexion aussi ensemble tous. Je voulais aussi remercier les personnes qui m'ont invité et qui ont organisé cette journée, cette soirée, pardon. Voilà. Donc pas conclusion, on se limitera à ça et bonne soirée à tous.